Saisie du deuxième Airbus de la société aérienne Congo Airways, le gouvernement congolais parle de l'instrumentalisation de la justice irlandaise. Le point a été fait ce mercredi par le ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole intérimaire du gouvernement, Tryphon Kinké. Et puis lutte contre les groupes armés, une délégation composée des députés du gouvernement provincial et les notables de Walikale s'est rendue mardi à Toto. Cette localité située à environ 300 km de Goma. Ils sont allés et rencontrer et parler avec les groupes armés encore actifs dans cette partie du Nord Kivu pour les ramener à la raison. Sur place, 2 groupes armés ont accepté de déposer les armes. Nouvelle édition sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a promulgué la loi sur la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales. Il a aussi promulgué la loi fixant le statut des chefs coutumiers. Par ailleurs, Joseph Kabila a signé une ordonnance portant approbation d'un accord de financement conclu entre la RDC et l'Association internationale pour le développement. Suivez. Avec la promulgation de la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines, la centrale électorale a enfin les coups des franches pour tenir son calendrier global, publié le 12 février 2015. Ce document, qui a fait l'objet de 2 sessions extraordinaires au Sénat, est en effet un outil juridique de première importance pour l'organisation des scrutins à la base, jamais organisés en RDC. Mais il n'est pas fin à tous les écueils, alors que le vote doit avoir lieu ce 25 octobre. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, ne dispose toujours pas du plan de décaissement exigé. Le gouvernement n'a toujours pas annoncé quel budget sera alloué à quel scrutin. Sans doute que la CENI devra revoir son calendrier pour tenir compte du retard accumulé dans l'exécution de son premier chronogramme, se rassurer de ses moyens financiers pour voir comment passer des commandes et kits. La CENI doit également convaincre toutes les parties prenantes au processus électoral quant à la fiabilité du fichier et à la stabilisation de la cartographie électorale dont la géospatialisation avait déjà été enclenchée et enfin passer à l'action. Le chef de l'État a aussi promulgué la loi sur le statut des chefs coutumiers. Désormais, ces derniers ont des droits et obligations reconnus et consacrés par une loi spécifique. Ils méritent des égards et ils ont droit à une rémunération, aux frais de représentation, aux soins de santé ainsi qu'un traitement à la hauteur de leur rang en cas de décès et surtout à l'occasion de leur intronisation. En plus, ils bénéficient d'immunité et ne peuvent par conséquent être poursuivis qu'en cas de flagrance. Ouvrons à présent le dossier de la saisie par la justice irlandaise du deuxième Airbus de Congo Airways. Eh bien, le gouvernement congolais a tenu à faire une mise au point. Ce mercredi, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Tryphon Kinké Mulumba, qui fait l'intérim du porte-parole du gouvernement, a parlé d'une instrumentalisation de la justice irlandaise. Lors de ses face-à-face devant la presse tant nationale qu'internationale, le ministre des Relations avec le Parlement, Tryphon Kinké Mulumba, faisant intérim de son collègue de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, a tenu à éclairer l'opinion publique près de 5 jours après la saisie de l'appareil Airbus A320 de la compagnie Congo Airways. Dans ses premiers mots, l'affaire remonte au deuxième régime. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remontent à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères des Minico LLC dans le territoire du Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels. Au nom du principe de continuité de l'État, le gouvernement congolais avait à l'époque négocié et conclu un règlement transactionnel pour mettre fin aux différends qui les opposaient avec la Mimanco LSC, firme minière de droit américain, représentée dans cette affaire par un certain Ilunga Mukendi, un Américain d'origine congolaise. Sur les 13 millions que la RDC devait à la société Mimanco LLC, sur base de la sentence arbitrale, le gouvernement a prouvé sa bonne foi en versant un acompte de 1,3 million de dollars américains, d'où l'exécutif national congolais dénonce l'instrumentalisation de la justice néerlandaise. C'est une société minière Minico LLC des droits américains en conflit avec l'État congolais qui a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance décisive. Au regard de ces préjudices, la RDC, qui n'attend pas baisser ses bras, s'est dit également favorable à un règlement à l'amiable.
il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible des 7 Airbus. Le gouvernement est de bonne foi et il tient la crédibilité pleine et entière du projet Congo Airways et veut, dans ces litiges, pousser à un règlement à l'amiable. Acquis auprès de la société aérienne italienne pour une somme d'environ 25 millions de dollars américains, cet Airbus est des fabrications très récentes et très attendues par les Congolais. Je l'annonçais en titre, une délégation composée des députés nationaux et provinciaux, mais aussi des notables de Walikale, conduite par la questeur de l'Assemblée nationale, Élisée Mounemboué, s'est rendue mardi à Toto, dans cette localité située à environ 300 km de Goma. Ils sont allés rencontrer et surtout parler avec les groupes armés encore actifs dans cette partie du Nord Kivu. Ils ont surtout parlé de paix et de cohabitation avec les communautés. Sur place, 2 groupes armés ont accepté de déposer les armes pour le développement de ce territoire. Pacheco Kavundama nous donne plus de détails. Les groupes armés actifs dans le territoire de Walikale sont appelés à déposer les armes. L'appel de la questeur de l'Assemblée nationale qui s'est rendu en Tonto les rencontrer. Sur place, Élisée Mounemboué, qui les a d'abord écoutés, a lancé un message clair. Il faut que la paix revienne ici à Walikale. Elle précise que certains groupes armés ont effectivement accepté de déposer les armes. Tous ont exprimé leur besoin de quitter le groupe, mais en des termes différents. Là, nous avons rencontré ceux qui étaient sur place, étaient 2. Il y avait les Maï qui Fouafoua, il y a le MAC qui ont dit qu'ils sont prêts à quitter. Mais les autres ont dit oui, nous sommes prêts à quitter, mais nous avons quelques revendications. Nous sommes allés leur donner le message d'une paix et de la paix et d'une paix durable pour que Walikale aussi commence à s'organiser. Soulignons que les habitants qui avaient fui cette localité ont déjà commencé à regagner leur maison. Et là, la questeur a identifié les besoins urgents de cette population. Les besoins sont nombreux des populations qui regagnent parce qu'ils n'ont rien. On leur a tout pris. Je vous ai dit qu'il y a des enfants. D'abord, le premier besoin, que ces enfants-là passent leur examen de fin d'études primaires. Cette mission s'est effectuée grâce à la collaboration du gouvernement congolais et la mission onusienne. Et cela quelques jours seulement après le dialogue social tenu dans ce territoire de Walikale. Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, reçue par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, c'était tout récemment à New York. Leur entretien a porté sur la mise en œuvre des politiques africaines sur la jeunesse. Détail Alain Lumumba. Sur le site des Nations Unies, rubrique multimédia, la rencontre est immortalisée avec texte et photos. Les images des photos prises témoignent la bonne ambiance qui a régné autour de cet échange. Échange au cours duquel la présidente de l'UPJ a premièrement remercié le chef de l'ONU d'avoir honoré à travers sa modeste personne la jeunesse africaine en lui accordant cette audience en ce mois d'août dédié aux jeunes. Elle va par la suite saluer les réalisations du secrétaire général de l'ONU depuis le début de son mandat, citant notamment le fait d'avoir inclus la jeunesse dans ses 5 priorités et la promotion de la femme dont le quota est de 40% au sein des Nations Unies en leur octroyant même des postes stratégiques dans la prise de décision. Ensuite va s'en suivre un état de lieu de la jeunesse africaine quant à sa participation à la gouvernance, la lutte contre le chômage des jeunes, les questions de paix et sécurité ainsi que l'établissement d'une chambre de commerce africaine de la jeunesse. Concernant l'agenda 2063 de l'Union africaine dont Francine Muyumba a remis un exemplaire à son hôte, elle a insisté sur la mise en œuvre des politiques africaines efficaces sur la jeunesse afin de matérialiser dans les 10 premières années les objectifs prioritaires de la jeunesse. À son tour, le secrétaire général de l'ONU a promis de soutenir Francine Muyumba dans sa mission et toutes les initiatives de jeunes africains puisque les questions des jeunes sont incluses dans ces 5 priorités. Le souhait de Ban Ki-moon est de voir aussi les représentants des jeunes dans la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain, qualifiant cela de très important et historique car l'événement sera l'occasion pour les pays membres de l'ONU d'adopter les nouveaux objectifs du millénaire. Le jour suivant, elle a rencontré Majed Abdelaziz, sous-secrétaire général et conseiller spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique.
Démarche appréciée à sa juste valeur par le diplomate de l'ONU qui a promis de travailler avec le comité exécutif de l'UPJ en proche collaboration car les idées sont nobles. Toujours aux Nations Unies, la présidente de l'UPJ s'est adressée aux étudiants du monde entier, 500 au total, au Millennium Campus Network. Elle leur a notamment édifié sur le rôle qu'ils ont à jouer sur le développement durable, insistant sur le fait qu'il faut préparer l'avenir maintenant, prenant l'exemple de son parcours, ancienne présidente des étudiants de l'Université de Namibie. Autre chose, la société civile de la République démocratique du Congo a fait une analyse des lois de finances du pouvoir central exercice 2012-2014. L'analyse part d'un constat selon lequel les intérêts de la population congolaise soient sous-représentés, surtout dans le processus budgétaire. Et l'ODEP, cette institution citoyenne, voudrait que la justice sociale soit rétablie en RDC, que les besoins de la population soient pris en compte dès l'élaboration et l'exécution des politiques publiques. On écoute les participants, un des participants à cette discussion. Quand vous regardez aussi, vous faites l'analyse des dépenses au niveau des dépenses sociales. C'est là justement où vraiment les taux d'exécution est vraiment le plus bas, santé, éducation, développement rural, etc. Et par contre, vous voyez que les dépenses relatives aux institutions politiques sont toujours en dépassement. Et donc vous voyez que quelque part il y a un problème de justice distributive, il y a un problème de justice sociale, il y a un problème de partage de richesses entre les uns et les autres, ceux qui s'octroient la part du lion et ceux qui se contentent des miettes. La société civile va se mobiliser à travers ce grand projet financé par OSISA pour essayer de montrer, au moins de divulguer, vulgariser ces rapports pour que chaque Congolais puisse entrer en possession de ces rapports-là, pour que chaque député et sénateur puisse rentrer en possession de ces rapports-là et en mettre en pratique et respecter surtout les recommandations de la Cour des comptes. Là, bientôt, on va commencer une grande campagne, il y aura des affiches à travers la ville de Kinshasa pour sensibiliser les Congolais par rapport au travail qu'effectue la Cour des comptes à ce niveau-là, pour savoir qu'il y a une Cour des comptes qui essaie un peu de faire des analyses par rapport au budget de la République démocratique du Congo. Quittons la République démocratique du Congo pour les États-Unis. 2 journalistes ont été tués par balle ce mercredi matin alors qu'ils étaient en plein direct à la télévision. D'après les médias locaux, le tireur recherché par les forces de police américaines se serait donné la mort. Alison Parker, 24 ans, et Adam Ward, 27 ans, respectivement journalistes et caméramans de la chaîne locale WDBJ7, ont été lâchement tués par balle ce mercredi à 6h45 en Virginie, à l'est des États-Unis, alors qu'ils réalisaient une interview en direct. Nous avons établi, grâce à l'aide de la police et de nos propres employés, qu'Alison et Adam sont décédés ce matin, peu après 6h45, quand les tirs ont été entendus. D'après l'agence France-Presse, des images filmées par le caméraman de la chaîne avant d'être tué montrent les jambes du tireur qui abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris. Cette attaque a provoqué un véritable choc. Les chaînes d'information ont toutes interrompu leur programme. On ne connaît pas encore le motif de l'acte perpétré, mais les experts avancent la possibilité d'un individu mentalement instable ou une personne qui en voudrait à l'une ou à l'autre des victimes. Le gouverneur de la Virginie, Terry McAuliffe, a pensé de son côté qu'il pourrait s'agir d'un employé mécontent. Après l'acte posé, le tueur s'est donné la mort, chose qui ne pourra pas faciliter la compréhension sur l'acte posé. Mais l'enquête reste ouverte selon les autorités américaines. Après Kinshasa, Brazzaville a rendu à son tour les derniers hommages à Vivi Kaniki, sœur de Claudia Sassou, décédée à Kinshasa le mercredi 19 août dernier. Et c'est mercredi dans l'après-midi que sa dépouille mortelle a été portée en terre au cimetière Bouka, après une cérémonie funéraire organisée en la résidence de son frère Denis Christel Sassou Nguesso. Des funérailles qui ont connu la présence du président béninois Boni Yayi et d'une forte délégation venue de Kinshasa. Les détails avec notre envoyé spécial Floride Zantoto.
Décédé mercredi dernier dans la soirée à Kinshasa de suite d'une crise cardiaque, c'est ce mercredi 26 août 2015 que le corps de Vivi Kaniki, sœur de Claudia Sassou, a été porté en terre dans un cimetière privé Buka. Mais avant, un hommage émouvant a été rendu à l'illustre disparu. D'abord, à 11h15, une délégation venue de Kinshasa arrive à Brazzaville. À sa tête, l'honorable Janet Kabila, sœur jumelle du président de la République démocratique du Congo. Dans la délégation, le chef de la maison civile du chef de l'État Théodore Mougalou, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, Marcelin Sichambo, gouverneur du Sud Kivu, Sam Pengombei, éditeur général de Grand Lac Magazine et bien d'autres personnalités. Immédiatement accueilli au beach par l'ambassadeur congolais en poste au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu, la délégation se rendit au quartier Mpila, en la résidence du frère de la défunte Christelle Sassou, où était exposé le corps. Quelques minutes plus tard, arrivent deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et Boni Yayi du Bénin, arrivés au pays dans la matinée pour participer aux obsèques. Les deux chefs d'État ont déposé leurs gerbes de fleurs et s'y sont inclinés devant le cercueil. À leur tour également, les membres de la délégation de Kinshasa se sont présentés devant le cercueil pour les derniers hommages. À 11h précises, la dépouille mortelle quitte la résidence, direction la cathédrale basilique de Sainte-Anne pour la messe de Requiem, officiée par le cardinal Mosengo Passigna. Dans son serment, le prédicateur appelle l'assistance à croire aux promesses du Seigneur au sujet de la résurrection. Vivi Kaniki n'est pas morte, elle a cessé seulement d'être visible parmi nous et vit désormais auprès du Père, a-t-il insisté. Dans la salle de la cathédrale, le président Denis Sassou Nguesso et son homologue Boni Yayi. Du côté de la République démocratique du Congo, on a également noté la présence de Vital Kamerhe. Messe de Requiem finie, la procession qui suivait le corbillard a pris la direction du cimetière où le corps de Vivi Kaniki repose en paix en attendant la résurrection des saints. Floride Zantoto, depuis le Congo-Brazzaville, Télé 50. Et puis, pour terminer, Radio 50 recrute des journalistes, présentateurs du journal et animateurs radio. Et à cet effet, toute personne désireuse de faire partie de la famille Espace 50 est appelée au casting ce vendredi à la direction générale de Télé 50 à Gombe. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Brazzaville et bonne suite de nos programmes. Je voudrais ici exprimer mes remerciements à la hiérarchie du pays. Je vais parler de son Excellence, Monsieur le Président de chef de l'État, qui, dans la recherche de la cohésion entre nos nouvelles provinces, l'implantation des nouvelles provinces aujourd'hui ne doit pas être interprétée comme un signe de division. Bien au contraire, ce n'est qu'une réforme politico-administrative qui n'a pour finalité que de rapprocher les administrés de dirigeants. Cette réforme ne signifie nullement la division du pays. Le pays n'est pas divisé. Le pays reste un et indivisible. Munai Kongale. Uju kokante, uju kemish, ni wapa weni. Uju tante mumiande yons. Jean Duraigi mujia kumatunga buki tuwa mwafrika, umukabawa. We, Katoba RDC, Kashoni Nyuluk, Katoba CD. Peta imu fwani mupia mupia jitu mujia Kongo. Mukabondo Android, App Store, ni Windows Phone.